C'est quoi ça? C'est une chemise ou c'est un C'est une t-shirt? chemise. Il n'y a pas de col? Non, c'est Mao. Une chemise col Mao. Alors, monsieur a une chemise col Mao. Attends, Ça, c'est ouvre ma les chemise. poils, Non, mais ouvre ça, les c'est- poils. Ça, c'est ma chemise. Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. Alors, il s'est passé plein de choses, notamment, Toute réjouissante. voilà, toutes réjouissantes. Surtout en dehors de nos frontières, c'est surtout de ça dont on va parler, mais ça a aussi un rapport avec ce qui se passe en France. Ça a commencé dimanche dernier avec l'élection au second tour de l'élection présidentielle de Javier Milei, un candidat libertarien d'extrême droite. Ultra libéral, qui considère que l'État est une mafia, qui a fait une campagne avec sa tronçonneuse, qui veut plus de ministère de l'écologie, de l'égalité homme-femme, je sais pas quoi, enfin, je veux dire, voilà, et profondément d'extrême droite, hein, la dollarisation de son économie, et avec vraiment des anti-immigration, enfin, il y a tout, le cocktail est présent, et surtout, c'est un personnage on va en parler, anti-système. on va en parler. On qualifiera un peu mieux. Ouais. Il y a eu jeudi la victoire aux élections législatives du parti d'extrême droite aux Pays-Bas de Geert Wilders, donc qui a obtenu 37 sièges. On n'a pas, il va essayer de composer un gouvernement puisqu'il est la première formation, mais il n'a pas de majorité absolue. Donc il va essayer de composer voilà. Geert Wilders, qui a quand même connu depuis maintenant plusieurs décennies aux Pays-Bas pour mener une croisade contre l'islam. Hein. Il s'est fait connaître dès le début des années 2000 pour sa croisade anti-islam, et il n'a pas arrêté. Il a notamment annoncé dans sa campagne, petit exemple, deux propositions, fermer les mosquées et interdire le Coran. Voilà. Après, il est un peu revenu dessus parce que c'était quand même complètement impossible, mais bon, il les a quand même proposés à un moment. Et puis, dernier événement européen, à Dublin, à la suite d'une attaque au couteau devant une école, dont pour l'instant on est vendredi soir. On ne connaît pas l'identité du meurtrier, enfin on ne sait pas grand-chose. De l'attaquant. De l'attaquant, oui, pas de meurtre, pardon, mais de l'attaquant. Et bien, immédiatement après, il y a eu des manifestations menées par, je cite le commissaire de Dublin, des hooligans d'extrême droite, au cri de Irish Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Irlandais compte, avec des slogans anti-immigration, anti-islam, dans un quartier à forte population immigrée que ce groupe de personnes d'extrême droite avaient identifié comme étant potentiellement un lieu qui était responsable de l'attaque au couteau. Voilà, donc ça c'est les trois événements dont on voulait parler. Peut-être que tu veux commencer par parler. Après, tu as la France, mettre ça en perspective avec la France et le délire de la semaine qui a été sur autour de l'assassinat du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol dans la Drôme, un assassinat dans lequel au départ on avait très peu d'informations. Les informations sont apparues au fur et à mesure de la semaine, mais en gros au début on a juste compris que c'était une bande de jeunes qui est arrivée dans un bal populaire d'un tout petit village et qu'il y avait eu un mort. Ce jeune Thomas, et immédiatement, exactement comme en Irlande, l'extrême droite a pointé du doigt les jeunes de cité, je cite, les jeunes de cité, après les gens issus de l'immigration, après les migrants tout court, et puis enfin Marion Maréchal a carrément parlé dans une vidéo face caméra mercredi des musulmans. Donc voilà, donc elle a fait le tour, ils ont fait le tour de tous leurs fantasmes xénophobes et racistes et islamophobes, et tout ça on est toujours vendredi soir, on ne connaît toujours pas l'identité des gens qui ont tué ce jeune Thomas. Pendant ce temps-là, on n'a pas dit grand-chose de Mourad. On ne peut pas dire que Mourad, dont on connaît
elle, enfin, lui, on connaît vraiment bien son identité et celle de son agresseur. Il y a eu une vidéo, c'est Mourad, en gros, c'est un type qui a tranché la gorge, sans le tuer, hein, mais il est quand même très gravement blessé. Il a tranché la gorge de Mourad, un monsieur de 70 ans, après avoir tenu des propos éhontément racistes. Voilà. Et on voit la vidéo, donc là, pour le coup, c'est assez clair, le mobile est clair. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça n'a pas fait l'objet de commentaires de ce côté-là de l'échiquier politique, ça c'est certain. À la télé, c'est quand même, enfin, à la télé, à la radio, les gens ont quand même parlé, hein, dans les journaux. Oui, voilà. Par contre, ça a fait l'objet de commentaires du côté de chez Mélenchon et de chez Ruffin, et on pourra exactement, on parlera de cette. On pourra peut-être parler de ça aussi. Bon, allez, commençons par l'Argentine. Vraiment, enfin moi j'ai eu le sentiment que le ciel me tombait sur la tête quand il y a eu ce résultat. Il n'était pas absolument attendu, et en tout cas l'ampleur de la victoire de l'extrême droite en Argentine est quand même extrêmement choquante, parce que c'est vraiment net et sans bavure. C'est-à-dire que 56%, il n'a pas manqué une voix quasiment de report des électeurs de droite vers les électeurs d'extrême droite. Donc ce phénomène qu'on est en train de constater de façon récurrente, régulière, c'est-à-dire d'une convergence, d'une acceptation des... C'est pas la même chose, hein, mais le fait que la droite et l'extrême droite puissent, en tout cas que les électeurs de droite puissent se reporter sur un candidat d'extrême droite, commence à se vérifier trop souvent et dans beaucoup de pays, et c'est très significatif d'une évolution de la dérive de la droite qui a perdu ses repères. Celle de la social-démocratie, c'est tout à fait autre chose, mais c'est aussi c'est significatif de la même tendance, avec ces deux grands pôles qui ont dirigé le monde depuis l'après-guerre, qui sont en capilotade, et la droite vote pour l'extrême droite. Moi, ce que je voulais dire sur l'Argentine, en dehors de ce que tout le monde sait, c'est que ce n'est pas juste un ultralibéral, c'est un libertarien. C'est-à-dire que, et il le fait savoir, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est allé aussi loin dans son désir de mettre à bas l'État, et avec l'État-providence, redistributeur, etc. Mais plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... et je crois que il faut entendre cette petite musique, c'est-à-dire l'État... contrairement à l'extrême droite qui est autoritaire et qui vous met tout le monde bien en aligné, etc., pas une tête qui dépasse, lui, il en a rien à faire de ça, c'est pas son sujet. C'est-à-dire, il dit, si tu veux te droguer, mais tu te drogues, tu veux vendre ton rein pour aller t'acheter une bagnole, mais tu vends ton rein pour aller acheter une bagnole. C'est-à-dire que on autorise la vente d'organes, on dépénalise les armes, on dépénalise la drogue. Enfin, je veux dire, c'est absolument sans limite. C'est-à-dire que ton corps t'appartient en tant qu'individu, tu en fais absolument ce que tu en veux. Avec une petite limite quand même, si je puis me permettre, c'est les femmes. Oui. Alors là, les femmes n'ont pas l'IVG. Voilà, c'est ça. Alors elles n'ont pas le droit de disposer de leur corps. Et les trans non plus, probablement. Et les trans non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ton corps t'appartient, sauf quand tu perturbes en effet l'ordre du genre installé, quoi. Et donc voilà, je voulais signaler que c'était pas une extrême droite comme on peut se la représenter en Rangers, tu vois, avec l'alignement. Et il est complètement barré, quoi, le type, parce que je pense qu'il doit être dans le transhumanisme complètement. Tout le monde sait qu'il a fait cloner ses chiens, que ses chiens il discute avec ses chiens morts à travers un médium, et que ses chiens sont des conseillers politiques, et que chaque chien a sa chambre dans sa maison. Enfin, ce type. Mais c'est plus que simplement fou, quoi. C'est-à-dire qu'il transporte une espèce d'hyper-modernité, voilà, dans le fait que dans ce rêve d'immortalité avec le clonage, dans cette idée que le corps est ta propriété personnelle, et que qu'on t'a rendu à personne, et que ça n'a pas de rapport avec la société. Donc, enfin voilà, et que du coup avec le corps, c'est l'étape ultime de tu es responsable de ta vie et de ton corps jusqu'au bout. Donc avec ça, quand tu en es là, effectivement, l'idée d'un État-providence qui te vient en secours parce que tout un chacun a le droit de manger, mais non, quoi, tu es responsable
responsable de ta vie comme de ton corps et de te battre contre la mort. Voilà, là, on est bouclé. Après, je dirais un autre truc sur les pauvres à propos de l'Argentine. Mais c'était le premier point, moi, qui m'a beaucoup frappé et qui me semble être, il est le premier candidat hyper postmoderne, quoi. Bon, beaucoup plus que Trump, par exemple. Bah, moi, t'as mis l'accent sur son libertarianisme. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il est aussi anti-système et que c'est comme ça que lui-même se qualifie. Avec une particularité qui est la particularité argentine, qui est que ça a été très bien expliqué par Christophe Ventura dans la midinale que j'ai faite avec lui lundi, qui est un spécialiste à l'IRIS, Institut de recherche internationale et stratégique, spécialiste de l'Amérique latine. Et en gros, ce qu'il a très bien expliqué, c'est comment, depuis 70 ans maintenant, ou plus de 70 ans, le système en place en Argentine, c'est le péronisme. Donc c'était Perón au début, et puis derrière, s'est développé tout un système de descendants de Perón, avec des parenthèses, la dictature, ou plus récemment Macri. Et donc tout est dans la façon de penser la politique en Argentine, c'est toujours à l'intérieur du péronisme. Et les Kirchner, les époux Kirchner, qui ont eu le pouvoir là ces 20 dernières années, eux aussi sont une évolution, une transformation du péronisme. Le candidat qui était contre Milei, il s'appelait Massa, et ce Massa, il était considéré, si on prend nous notre échiquier politique français, on l'aurait plutôt mis au centre droit, mais il faisait Bernard partie... Cazeneuve, quoi. Oui, si tu veux, Bernard Cazeneuve, ouais. Ah ouais, toi du centre droit, toi? Moi, j'aurais du centre droit, mais parce que j'ai regardé, il était un peu libéral, un peu machin, enfin. Et, c'est lui qui avait été choisi par le kirchnerisme et par donc le péronisme. C'est-à-dire que tout se situe à l'intérieur du péronisme. Et le problème, c'est que là, notamment dans les dernières années, ce système péroniste s'est enquisté, en fait, parce que ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir. Il s'est enquisté et il a produit des effets absolument délétères sur sa population, qui n'arrivait plus à voir dans le péronisme des horizons, qui subissait une inflation, il faut quand même le dire, en 2022, qui a été de 140%. Donc nous, on se plaint d'une inflation à moins de 10%. Eux, ils sont à 140%. C'est plus de 10. Mais bon. Comment Non, mais enfin bon, peu importe. Enfin, ouais, c'est pas comparable. C'est énorme. De graves carences dans les services publics, des gros problèmes liés à l'école et à l'université. Enfin, et en fait, tout ça mis bout à bout fait que, en fait, lorsque tu es un Argentin, que tu vois que tous ces horizons se bouchent, que la seule proposition qu'on te fait, c'est encore du péronisme, puisque dans le péronisme, il y a de la gauche et il y a de la droite, c'est ça qui est absolument génial. Et donc, on te fait toujours des positions à l'intérieur du péronisme. Tu dis, merde, genre, je vais aller voter pour celui qui est en dehors de ce cadre péroniste qui est Milei, et avec tous les problèmes que tu as dit tout à l'heure. Tu voulais parler des pauvres. Oui, ce que je voulais dire, qui prolonge ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, ça va très mal pour une grande partie de la population. Tu as quand même 40% des Argentins qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et la façon de dire merde, de pousser un cri, et même d'une certaine manière d'affirmer sa dignité. C'était cette volonté de dire on joue plus à ce jeu-là. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai lu un peu tout ce que j'ai pu lire comme reportage auprès des électeurs après les élections, là, il y avait beaucoup de jeunes, de pauvres, qui disaient c'est vrai que je vais perdre mes aides, mais ça va, quoi. C'est pas je vais bien, c'est je vais pas tout accepter pour si peu, pour une aumône, pour si peu d'argent. De toute façon, je ne vis pas. Et cette idée, moi, ce que je ressens, alors, je suis pas sûre que ça soit transposable à la situation française, je le dis tout de suite, mais cette idée qu'on peut pas accepter tout le temps quelque chose qui ne permet pas de vivre, mais à peine de survivre, tout juste, et qu'on peut pas espérer
calmer le jeu tout le temps comme ça en donnant de l'aumône et qui à un moment donné c'est merde quoi. Et il y a une espèce de cri de dignité d'envoyer chier tout le monde et de dire voilà. Et donc ça moi je l'ai beaucoup entendu dans les reportages que j'ai vus, une espèce de sursaut de dignité, de cri. Alors c'est dramatique parce que la candidate de la gauche en Argentine, elle a fait 2%. Ouais. Donc, tu te dis, bon, on n'a pas tout à fait été capable d'être... Candidate d'obédience plutôt trotskiste, quoi. Oui, enfin bon, en tout cas, voilà ce qui est... On n'est pas issu du péronisme, c'est ça. Non, oui, c'est ça, oui, on n'est pas issu du péronisme. Voilà. Et quand on se remet 20 ans en arrière... moi, je me souviens de reportages qu'on a pu faire à l'époque dans Regard, quand il y avait tous ces mouvements d'auto-organisation, de solidarité dans la société, etc., etc. Il y avait une espèce d'idée que quelque chose d'autre était en train de s'inventer en Argentine. Et d'ailleurs, ça a été une des matrices fortes du populisme de gauche, qui a irrigué la pensée de Chantal Mouffe et de Laclos à l'époque, et qui a trouvé ses transpositions dans les propositions notamment de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, avec un slogan qui disait que se vayan todos, qui s'en aillent tous, et qui portait cette idée de ça suffit, on arrête, on joue plus, on renverse la table, on fait autre chose. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce slogan que se vayan todos, aujourd'hui, il est pris par Milei. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire là, c'est que c'est un slogan qui est en fait un cri, mais qui n'est pas rempli. Qu'il n'y a pas de... D'ailleurs, ce que dit assez bien Chantal Mouffe, quand elle dit le populisme est une méthode et pas un projet, si c'est une méthode qui n'a pas de projet, ça va pas très bien, quoi. Et ça va pas bien du tout même, parce que du coup, on se retrouve à exprimer quelque chose qui se renverse, qui se retourne. Et là, en l'occurrence, c'est l'extrême droite la plus exécrable qu'on puisse connaître, qui a retourné le truc et qui l'a récupéré, que se vayan todos. Surtout quand on ne maîtrise pas la puissance de son outil. Parce qu'en fait, l'outil qu'ils s'en aillent tous, le dégagisme, est un outil très très puissant politiquement, surtout dans des périodes où ça ne va pas très bien. Et donc le problème, c'est que, comme tu l'as dit, que se vayan todos, c'est même né en partie en Argentine au début des années 2000, quand il y avait les gros problèmes liés aussi à l'inflation et de dette. Il est né à ce moment-là. Il a été vraiment poussé par... Je dis la gauche, mais en fait, c'est plutôt des mouvements sociaux que nous, on peut juger comme étant plutôt de gauche. Et sauf que après, la déflagration, genre 15 ans après, en quoi ça se transforme? En Milei. Et là, j'avoue que c'est assez violent et ça doit nous faire penser, nous, à la façon dont certains entendent aujourd'hui en France utiliser le populisme. Alors, on va revenir après sur les autres bonnes nouvelles du continent européen, mais je suis tombée par hasard hier sur un interview de Manuel Bompard, filmé, donc je sais pas où est-ce qu'il a donné cet entretien, peut-être que c'est à la Boétie, je sais pas. Et il théorise le fait que le vote des banlieues, il a été très fort pour la gauche, notamment quand il était porté par la radicalité du Parti communiste. C'est marrant parce qu'il dit du Parti communiste, puis après il se reprend, il dit du Parti socialiste. Bon, la radicalité du Parti socialiste, moins, quoi, j'y crois beaucoup moins. Mais bon... et donc il dit, c'est comme ça qu'on va remobiliser le monde populaire par cette radicalité. Et ce que je me dis, c'est que c'est cette idée que ce qu'il faut, c'est être radical, ou qu'il faut renverser la table, que c'est ça qui convient au monde populaire. En fait, outre que je crois que la suite de l'histoire, elle est très inquiétante, elle peut être très inquiétante parce que si tu la remplis pas, si tu la lestes pas d'un projet, et moi ce que je crois, c'est que, en l'occurrence, les banlieues, quand elles ont voté, parce qu'elles ont surtout été des banlieues rouges qui ont voté communistes, elles étaient portées par une radicalité qui était incarnée par une solution qui était
l'arrière-plan de l'Union soviétique et par un projet politique qui se traduisait par on gagnait des mairies, on construisait des écoles et des architectures hyper modernes, etc. Et on était dans une proposition qui était articulée à de la radicalité, une utopie, un idéal et une perspective politique. Et que c'est cet ensemble-là qui a donné le poids au Parti communiste dans les banlieues. Et qu'aujourd'hui, oublier les autres éléments, c'est-à-dire la perspective longue du projet de société, la perspective politique de sa réalisation par une union politique qui peut permettre de gagner des majorités à l'échelon local comme à l'échelon national, cette radicalité-là, si elle n'est pas articulée à ces ensembles-là, je pense qu'elle tourne à vide et qu'elle peut surtout se retourner parce qu'elle n'est pas lestée d'une proposition politique et d'un idéal de contenu, comme on vient de le voir en Argentine. Le populisme est une méthode, la radicalité est un concept qu'il faut remplir. Le peuple, de la même manière, est un objet qui peut prendre des formes diverses. Enfin, je veux dire, ça ne peut. Moi, je me souviens quand certains tenants du populisme de gauche avaient voulu remplacer gauche par peuple, tu vois, en imaginant qu'il y avait comme une égalité entre ces concepts et que l'un était plus puissant que l'autre, que peuple c'était plus puissant que gauche. Le problème, c'est qu'il faut rappeler le peuple ou les peuples, ça peut commettre des pogroms, ça peut être emporté par une dynamique fasciste d'extrême droite, etc. Donc ça ne veut rien dire en soi. Je dis pas que c'est pas des objets intéressants. La radicalité, le populisme et le peuple, ce sont des objets qui sont intéressants. Mais comme tu dis très bien, il faut les remplir avec à la fois des imaginaires, des directions, des objectifs, des horizons, tout ce que tu veux. Et des articulations, comme tu l'as très bien dit, des organisations, il faut l'organiser. Tous ces mots, faut les organiser pour le progrès social, pour l'égalité et pour la liberté. Si on ne pense pas à ça, on va n'importe où. Deuxième arrêt, les Pays-Bas. Donc avec Gerd Wilders. Alors là, on n'est pas trop dans le même non, c'est pas schéma, pas du tout. Non, c'est beaucoup plus traditionnel en fait. Hein. C'est beaucoup plus traditionnel. Enfin, ça nous est plus commun, on va dire. Ça, je sais pas, oui. c'est plus. Oui, ça nous est. On voit mieux de quoi il s'agit. Oui, on a un pays qui est pas en crise économique. Pour moi, c'est Zemmour, non, ce mec-là un peu. Non, oui, tu sens pas ça comme Zemmour. ça. Oui, c'est totalement Zemmour. C'est-à-dire que c'est un type, en gros, qui est né au début des années 2000, qui est né politiquement, hein, au début des années 2000, en essayant de récupérer la théorie du choc des civilisations et de la guerre, des guerres religieuses, en disant nous sommes envahis par les arabo-musulmans. Nous, le peuple européen blanc de souche, et nous allons pas nous en sortir. En cause l'Union européenne et notamment son espace Schengen qui fait que tout le monde peut se balader en Europe et qu'on ne contrôle pas les flux sur le territoire de l'Union européenne et qui rentrent dans le territoire de l'Union européenne. C'est pour ça que une de ces grandes propositions, c'est le Nexit, c'est-à-dire le Néderlandexit, Brexit, comme le Brexit, mais pour la Hollande. Et très très rapidement, notamment à partir du moment où il y a eu l'assassinat de Theo van Gogh, qui est un réalisateur hollandais en 2006 par des islamistes. À ce moment-là, il a commencé à vraiment identifier non pas le terrorisme islamiste, mais l'islam comme étant un péril pour la civilisation européenne. Et donc, il a commencé à le dénoncer avec force. Depuis 2006, faut quand même le noter, il est sous protection policière. Donc, ça fait 20 ans, en fait, qu'il vit entouré de gardes du corps. Ce monsieur Gerd Wilders, parce qu'il est menacé de mort, et qu'il a monté, il a réussi du coup à faire de son fantasme. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce dont je me rends compte de plus en plus en ce moment, c'est que
tout ce qu'on dénonçait comme étant des fantasmes qui n'étaient pas basés sur des réalités ou des études scientifiques ou tout ce que tu veux, ce fantasme du choc des civilisations, de la guerre de religion, du grand remplacement, eh bien, il a réussi à faire croire à beaucoup de Néerlandais que c'était une réalité. Et donc, vous avez une partie des Néerlandais qui, aujourd'hui, sont obsédés par l'idée que l'islam est le plus grand péril que court la Hollande, mais plus globalement toute l'Europe. Et ça, en plus, et j'en finirai là, ça a été encore plus renforcé par ce qui s'est passé ce qui se passe depuis le 7 octobre en Israël-Palestine. Parce que, et c'est comme ça qu'il l'a décrit, Geert Wilders, il a dit ce qui a été attaqué le 7 octobre, c'est des Blancs. Et donc, en gros, il s'est identifié aux Israéliens qui se sont fait assassiner par... c'est ce qu'il explique, des arabo-musulmans. Et donc, il a dit, là-bas est en train de se jouer de façon encore plus aiguë que chez nous, cette guerre, en fait, de civilisation. Donc, exit, la question territoriale, la question coloniale, tout ça. Il n'en parle pas, il sait même pas que ça existe. Et il a vraiment concentré ça sur la question de civilisation. Et donc, lui, pour le coup, il a fait vraiment une importation dans sa campagne du conflit israélo-palestinien. Et force est de constater que, hélas, 3 fois hélas, ça a marché. Oui, surtout c'est toi qui me le disais cette semaine, que les sondages ont montré qu'il s'est envolé autour de après le démarrage de la guerre entre Israël et Palestine, après les attaques du Hamas. Et parce que il y a une question d'interprétation. Marine Le Pen explique partout que c'est parce qu'en fait il s'est rangé un peu des vélos et qu'il s'est dédiabolisé lui aussi. Je sais pas, je suis pas une spécialiste de Geert Wilders, je connais pas sa campagne, etc. J'ai pas d'avis sur le sujet. Par contre, ce que tu m'avais dit sur les sondages là qui montaient, ça m'a bien inquiété parce que ce qui vient de se passer en Irlande, ce qui s'est passé autour de la mort de ce jeune homme dans la Drôme vraiment me préoccupe. Et oui, et les sondages de cette semaine qui enregistrent encore une montée du Rassemblement national, c'est que au fond cette question de l'importation, ce qu'on dit de l'importation, mais au fond de l'ancrage dans l'idée que il y a une menace pour nos sociétés qui vient de l'islam. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, alors que jusqu'à présent je pensais que ça passait pas, que ça ne prenait pas, parce que en fait objectivement ça ne prend, enfin ce n'est pas vrai. Je veux dire qu'il y a en France, il n'y a pas de problème avec l'islam. Oui, il n'y a pas de problème avec l'islam, mais que les musulmans vivent bien en France. Il n'y a pas de souci particulier. Donc, du coup, je pensais pas que ça prenait, quoi, parce qu'il y a trop d'expériences quotidiennes vécues qui montrent que ça ne prend pas. Et puis peut-être qu'il y a des histoires aussi de lutte commune dans les entreprises, l'histoire de la lutte contre la guerre d'Algérie qui, malgré tout, elle a été traumatique, mais il y a quand même beaucoup de Français qui ont combattu pour l'indépendance, pour la paix en Algérie. Enfin, je sais pas pourquoi tout ça fait qu'il y avait un ensemble, un terreau qui faisait que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'extrême droite, mais que finalement Marine Le Pen, elle est xénophobe, mais son succès, il n'est pas porté seulement sur la question de la question anti-musulmane, quoi. Son ancrage et son développement. Moi, tout le monde dit que c'est parce qu'elle se dédiabolise. Moi, je pense que c'est pas seulement parce qu'elle se dédiabolise, c'est parce qu'elle élargit ses thématiques. C'est qu'elle offre une proposition d'extrême droite sur un ensemble de sujets. J'ai écouté son interview sur France Inter hier matin, sa vision du monde, du conflit en Ukraine, sa vision de l'écologie. Son discours n'est pas aujourd'hui. Il y a cet arrière-plan
tout le monde sait que l'extrême droite est xénophobe et qu'elle veut faire porter aux immigrés et aux musulmans qui sont accusés d'être contre les droits d'égalité des femmes, contre les homosexuels, etc., contre l'esprit des Lumières, etc., etc. Donc elle leur fait porter ça, mais son discours est plus large que ça, quoi. C'est-à-dire que, mais je redoute que Marion Maréchal, Zemmour, etc. J'ai l'impression que tu vois, que ça travaille en dessous et le total des sondages cette semaine, waouh, c'est pas seulement le RN qui monte. Hein. Oui, juste un dernier point sur la situation dans les Pays-Bas. Les Geert Wilders sont partis à 37 sièges. Il y a quelques broutilles, quelques députés qui sont aussi d'extrême droite et qui se rallieront à lui. La deuxième formation, c'est la gauche, qui était assez unie d'ailleurs dans ces législatives. Et la troisième, c'est la droite libérale, les libéraux conservateurs, quoi. Et si les libéraux conservateurs font une alliance avec l'extrême droite, avec Geert Wilders, alors il pourrait être Premier ministre. Et on revient en fait à la question de ce qui s'est passé en Argentine, avec la droite qui a appelé Macri et compagnie, qui ont appelé à voter pour Milei. Là encore, qui tient les clés qui pourrait donner les clés du pouvoir à l'extrême droite? C'est la droite. Et Marine Le Pen dit oui, il s'est dédiabolisé dans le dernier temps, etc. Je suis pas certain qu'il faille l'interpréter comme ça. Moi, je pense qu'il faut l'interpréter sur le mode. Il savait très bien que il prépare l'accord possible. Exactement, il prépare l'accord et il met pas de l'eau dans son vin, mais la dédiabolisation, c'est pas de l'eau dans son vin. Exactement. Hein. Mais il fait de la politique, c'est-à-dire qu'il envisage l'accord, et pour cet accord, il ne pouvait pas dire « je vais fermer toutes les mosquées et on va interdire le Coran ». Parce que ça, la droite libérale conservatrice, elle sait très bien, parce qu'elle a déjà été au pouvoir, que ce n'est pas possible. Donc en fait, il peut plus dire des trucs de dingo, il reste profondément islamophobe, raciste et xénophobe, mais tout d'un coup, il est rentré dans le cadre du droit pour dire, pour montrer en fait patte blanche à ceux qui ont déjà eu le pouvoir. Et c'est un danger qui existe donc en Hollande, qui s'est vérifié en Argentine et qui, en France, peut aussi être une réalité. Aujourd'hui, on sait à quel point les Républicains ont une fâcheuse tendance à dériver de plus en plus vers l'extrême droite et le Rassemblement national. Ils sont quand même de moins en moins à résister à ce pouvoir attractif qu'exerce Marine Le Pen. Et en 2027, c'est peut-être eux, encore une fois, qui seront la clé pour que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République. Donc, ils ont un rôle. Et hier, sur le plateau, jeudi soir, Roselyne Bachelot, avec un peu d'émotion dans la voix, puisque elle, c'est sa famille initiale, hein, de base, la droite, elle a mis en garde les Républicains. En parlant de Geert Wilders, elle a mis en garde les Républicains français, en leur disant vous avez une responsabilité. Bon, bien sûr, elle se dédouane totalement, elle dédouane Macron de la montée du Rassemblement national, alors que je pense qu'il y participe aussi. Mais elle a bien mis le doigt sur, elle a dit, les amis aux Républicains, faites gaffe, parce que vous faites n'importe quoi, et si Macron est un marchepied, ce qu'elle ne dit pas, elle dit, ceux qui donneront les clés, c'est peut-être vous. C'est vous la dernière marche, quoi. Et donc, faut pas qu'il craque non plus. Mais ce qu'on constate un peu à l'échelle internationale, c'est que la droite n'est plus en état d'être leader, et qu'elle se range derrière l'extrême droite. C'est-à-dire c'est l'extrême droite qui a le vent en poupe, qui a le leadership, et la droite qui n'est plus en état, parce qu'elle n'a plus de propositions et de pensées à offrir, et qu'elle est incapable de piloter. Et là, ce qui se prépare pour les élections européennes, c'est quand même aussi très inquiétant, quoi. C'est-à-dire que, alors je pense pas qu'à l'échelon européen on aura l'extrême droite en tête, mais une droite et une extrême droite qui votent ensemble régulièrement à l'Assemblée européenne sur des projets comme ils viennent de le faire sur la non-interdiction du glyphosate, on peut trouver ce genre d'alliance
avance de façon répétitive à l'échelon européen et qu'on et qu'on est en train de voir partout, quoi. La droite n'a plus le leadership et elle se range derrière l'extrême droite. Pardon, tu viens de dire l'extrême droite, bien sûr, ne va pas avoir la majorité. J'ai pas dit bien sûr. Non, t'as pas dit bien sûr, mais en fait, tout d'un coup, je n'y avais jamais pensé. Et genre, et tout d'un coup, Qu'ils soient le premier groupe. Bah, vu ce qui s'est passé en Hollande, je sais que c'est pas réplicable partout dans tous les pays, mais c'est vrai que cette montée en 1 mois et demi de ce candidat Geert Wilders, tu l'as partout, hein. Tu l'as en Allemagne, enfin les résultats de l'AfD en Allemagne. On va falloir se poser des questions. Bah oui, tu l'as en Italie, tu l'as en Allemagne, tu l'as au Portugal, en Irlande. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, c'est évident. En France, c'est évident que la question de la place de l'extrême droite dans la construction européenne, c'est pour ça que tous les violons du camarade Macron sur son projet européen, s'il se bat pas contre l'extrême droite, Bon, après, il faut quand même rappeler que ce qui s'est passé en Hollande, c'est une élection, c'est de la proportionnelle intégrale, et que le brave, dans cette horreur, Geert Wilders, fait 23% des suffrages exprimés. Ouais, c'est-à-dire que il reste ultra minoritaire par rapport au bloc de gauche et au bloc de droite traditionnel. Oui, avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le fait que la droite peut lui apporter son soutien, ce qui s'est produit en Argentine est quand même étonnant. Mais je veux dire, c'est à 10 000 voix près. Tu prends les résultats du premier tour, tu les colles sur le second tour. Ils ont tous voté, les électeurs de droite ont tous voté pour Milei. Je veux dire, c'est à 10 000 près, quoi. Non, alors que tu as le même taux de participation, etc. Enfin, c'est vraiment un phénomène extrêmement puissant, puis qu'on a commencé déjà à voir en France lors des élections législatives. Le nombre de fois où des candidats de gauche ont été battus par un report des voix de droite qui ont préféré aller voter pour l'extrême droite, de droite ou de macronistes, pour voter pour l'extrême droite plutôt que de voter ou de laisser un candidat de gauche gagner, écoute, c'est quand même une question... c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, cette recomposition, on l'a vu aussi en France à l'œuvre, autour de ce qui s'est passé à Crépol dans la Drôme et le meurtre de ce jeune Thomas. Mais tout à fait. C'est-à-dire que tu as l'extrême droite qui est partie bille en tête, bien sûr, elle part toujours en premier, et toujours le plus violemment. Mais c'est eux qui ont le leadership, c'est clair. Leadership, et derrière, Éric Ciotti des LR et une partie des LR a commencé à dire exactement les mêmes bêtises, les mêmes fake news, à répondre les mêmes fake news, etc., sur le meurtre de Crépol et qui en seraient les auteurs et ce qu'il faudrait faire, vraiment, tout est absurde. Et derrière, Gérald Darmanin, qui... en audition à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne sais plus, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, au moment où on lui pose une question sur Crépol, c'était mardi, donc on va dire qu'il en sait un peu plus que nous puisqu'il est ministre de l'Intérieur, mais il commence à dire qu'il ne peut pas en parler, que c'est pas son rôle, blablabla, mais que quand même, et le voilà, de faire une liste de tous les mots qui, selon lui, ronge aujourd'hui, y compris la ruralité, dans lequel il met les jeunes de cité, l'immigration. Il dit l'immigration, virgule, même si là, on n'est pas certain que ça ait un lien avec l'affaire Thomas. Enfin, virgule. Et puis, il continue sa liste comme ça. C'est-à-dire que je trouve que cette façon, il est ministre de l'Intérieur, ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et tout le monde y va de sa décivilisation. Et tout le monde y va de sa décivilisation. Alors ça, c'est même parfois à gauche, genre ces mots-là sont utilisés. C'est absolument abominable. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est je comprends l'émotion en fait que suscite ce genre de fait divers, ce genre d'événement. Je comprends même que certains disent non, il faut pas que ça soit un fait divers parce que c'est vrai que déjà c'est horrible. Je déteste ce mot de fait divers. Il y a un gamin qui meurt, il y a quelqu'un qui meurt, qui est assassiné, qui est tué. Dire fait divers, ça fait comme si on voulait un peu l'euphémiser. Il s'agit pas de l'euphémiser. Il s'agit si on veut le placer dans un système, pour réfléchir à quelque chose. Moi, je pense que il y a un système dans lequel il faudrait le placer, c'est le problème des bandes. Là, il y a un vrai truc, il y a un vrai problème. D'ailleurs, il y a des gens très sérieux qui travaillent sur le sujet.
les logiques de bande et les logiques de bandes de jeunes et les logiques derrière qui font que ces bandes de jeunes deviennent violentes ou ultra violentes et parfois vont jusqu'au meurtre. La première chose à dire, c'est que ça fait très longtemps que ça existe. Quand je dis très longtemps, c'est en centaines d'années. C'est-à-dire que des bandes de jeunes qui se montent le bourrichon. Au Moyen-Âge, on a plein de témoignages de ça au Moyen-Âge. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, au XXIe siècle, etc. Les blousons noirs, etc. Les Apaches, etc. Et les types, ils se montent des trucs, ils vont, et au bout d'un moment, ils vont planter un autre mec, soit c'est des bandes rivales, soit West Side Story. Au hasard, exactement, West Side Story. Donc je rappelle qu'il y a un meurtre dans West Side Story. Donc il y a ces histoires de bandes, mais de bandes au pluriel, et parfois c'est aussi de la violence aveugle. Je veux dire, j'ai un autre exemple, mais Orange Mécanique, c'est c'est une bande de oui, mais ça de pour nos le futurs. Ouais. Oui, je sais, on va très très loin Oui, dans oui. la perversion, etc. Mais excuse-moi, mais ce que montre Kubrick, c'est quand même Oui, des mais jeunes Anglais. il l'invente aussi. Parce que Il ça, l'invente, il l'invente. Non, mais je suis d'accord, c'est une fiction. Mais ça parle aussi d'un certain moment de la société britannique. Et donc, tu as tout ça, et ça, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut le traiter. Je pense qu'il faut. C'est pas parce que ça a existé de toute éternité qu'on doit accepter cette violence-là et les souffrances immenses qu'elle crée. Après, il faut aussi s'affronter au racisme que ça peut susciter et que ça suscite. Enfin, là, pour le coup. Mais c'était une bande. Comment ? C'était une bande qui venait attaquer, mais c'est ça. On sait même pas. On sait même pas. Même pas Exactement. évident. On sait même pas. Mais par contre, il y a un truc de la violence. Enfin, je veux dire, il y a de la façon de résoudre des conflits ou des situations par la violence extrême qui conduit jusqu'à la mort. Ça, c'est pas acceptable et d'autant plus lorsque ce sont des jeunes. Mais je crains qu'à ce stade, on puisse pas aller beaucoup plus loin, tu vois, dans l'analyse. Oui, je suis d'accord, parce que pour ça, moi, l'histoire des bandes, je sais pas, peut-être que tu as raison que c'est un problème majeur. Moi, de temps en temps. Je pas dit majeur, hein. Oui, non, mais enfin, je sais pas. Je veux dire. On en entend un peu parler des fois, puisque moi j'habite à Bagnolet, et que Bagnolet, les Lilas, il y a eu deux collégiens qui ont été tués dans des histoires comme ça, de bagarres entre des bandes de jeunes, et puis c'est pas forcément un jeune d'une bande d'ailleurs, oui, exactement. D'ailleurs comme c'est le cas pour ce drame en question. Donc moi ce que je crois, c'est que par contre il y a une idée un peu des petits cons de 16 ans, viridistes comme ça, là, tu vois, qui veulent aller casser la gueule. Et c'est un peu ça, à mon avis, qui se passe. C'est plutôt... là, il n'y a rien qui nous dit que c'était une bande. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec un couteau, quoi. Ça, je ne sais pas s'il est venu en bande ou tout seul. Et puis d'autres se sont rameutés, puisque des bagarres à des entrées de balles... voilà, c'est la... Mais ça a à voir avec, à mon avis, toutes ces bagarres-là, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est qu'être un jeune garçon entre 15 et 18 ans, quoi. Et on se bastonne et on exprime sa virilité là-dedans. Enfin bon. Alors après, donc cet événement a suscité une émotion, toute proportion gardée. Toute la France n'a pas parlé de ce terrible assassinat. Il paraît que sur les réseaux sociaux, ça a été considérable. Oui, voilà, mais les réseaux sociaux, c'est pas toute la France. Écoute, tu vois ce que j'ai lu là cette semaine qui m'a sidéré, c'est que les personnes qui ont plus de 60 ans passent en moyenne 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Faut pas s'imaginer, je parle pas de Twitter, Twitter, c'est une partie. Mais quand tu prends tous les réseaux sociaux, en fait, nous tous, nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, donc beaucoup de gens se sont émus. Et on en parlait avec leurs amis, leurs voisins, leur communauté. Ça a suscité une émotion. La question, c'est que fait le politique, en fait, à ce moment-là, notamment de gauche. Et là, donc, il y a eu cette comment on dit, cette opprobre qui a été mise
par différents commentateurs. Je pense notamment à Yael Goz de France Inter qui a dit bon bah voilà, d'ailleurs aussi un édito dans Le Monde, bon bah voilà, la gauche, ils ont leur victime, c'est Mourad qui s'est fait égorger sans en mourir. Hein. Je rappelle parce que l'égorgé, on a l'impression qu'il est décédé, mais il n'est pas décédé heureusement. Je touche du bois. Par un raciste, et l'extrême droite et la droite, ils ont Thomas qui s'est fait planter, voilà, et que chacun s'émeut, chacun ses victimes, etc. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ah bah moi j'ai trouvé que le tweet qu'a fait François Ruffin de ce point de vue était très bien. Il y a plusieurs, enfin il a eu aussi un certain écho, ce tweet où justement il a dit je suis l'un et l'autre, je ne vais choisir ni l'un ni pour l'un ni pour l'autre. Et pourquoi il dit ça, François Ruffin? Ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit avec une certaine émotion. C'est que en fait, le jeune Thomas, c'est un des siens. C'est-à-dire que il se vit comme sensible à la vie des jeunes et des petites villes de France. C'est-à-dire que lui, il considère que ce qui s'est passé est un drame de la ruralité française et qu'il est concerné par cette histoire et que donc il est en empathie avec lui, enfin lui non puisqu'il est mort, mais avec ses proches, ses amis, la collectivité, la communauté dans laquelle il vivait. Et je crois que François Ruffin a eu cette intuition qu'il s'agissait là d'un événement qui marque une partie de la France, de la ruralité notamment, enfin des petites villes, parce que c'est son cheval de bataille et que il a eu l'intuition de le voir et de ne pas le dissocier de Mourad. C'est-à-dire que j'ai trouvé que son tweet était bien pour ça, parce qu'il était et l'un et l'autre et qu'il n'a pas choisi quoi. Moi, je trouve qu'il y a un piège qui est, j'allais dire systémique, mais qui n'est pas systémique, qui est systématique. C'est la mise en concurrence en fait des événements au pluriel. Admettons que le même jour, il y ait un meurtre antisémite, un meurtre raciste et un féminicide dans la même journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire genre, dis-moi lequel est le plus important. Dis-moi lequel est le moins important. Ah, l'antisémite parce qu'il y a eu la Shoah, c'est le plus important, c'est moins important que le féminicide. Ah oui, mais non, mais parce que le féminicide, quand même, il y en a eu beaucoup et ça dure depuis 10 millions d'années, je sais pas quoi. Ah oui, mais le racisme, il y a pas de réponse possible. C'est-à-dire que moi, je trouve que même mettre en parallèle en fait ces deux événements, il y en a un qui est profondément raciste et qu'on sait raciste, l'autre on sait pas encore tout, mais ça reste le meurtre d'un jeune homme dans un bal du samedi soir. Exactement. C'est un peu ça aussi qui s'est passé. Parce qu'un meurtre d'un enfant, je pense qu'il n'y en a pas qu'un en France. Bien sûr. Non, mais là, en fait, il a marqué à cause de ça. Bien sûr. Non mais j'y suis bien sûr très sensible. Mais cette mise en concurrence permanente des événements ne peut produire que de la souffrance et que de la bêtise. C'est-à-dire que je ne vois pas comment ça... Et de la division. Et encore plus de la division. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que je crains que, en bout d'un moment, pour les hommes politiques, les commentateurs et même nous collectivement, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, il faut que on refuse en fait ces injonctions qui sont faites à tout un chacun de dire... Attends, mais t'as pas dit les otages du Hamas alors que t'as parlé des enfants qui mouraient à Gaza. C'est pas possible, tu vois. Genre, et après, si tu parles des otages du Hamas et que tu parles des enfants qui meurent à Gaza, on te dit, mais tu les mets en rapport alors qu'il y en a qui sont morts par le terroriste et l'autre c'est par des bombardements. Et t'es là, genre, oui, mais d'accord. Alors, j'ai pas le droit d'en parler, mais en même temps, il faut que j'en parle. Bah, c'est pas possible. On va pas s'en sortir. Et genre, et oui, c'est horrible, les gens qui sont morts par le Hamas le 7 octobre. Et oui, c'est horrible. Enfin, je veux dire, et le problème, c'est qu'en ce moment, c'est permanent parce que les actualités se télescopent, que il y a des événements sur lesquels il y a des effets de loupe, comme par exemple, et parfois c'est important qu'il y ait ces effets de loupe, hein. Ce qui s'est passé avec Mourad, je veux dire, c'est profondément raciste. Oui, mais c'est pour ça que même toi tu le vois comme un effet de loupe et un effet de télescopage, et c'est pour ça tout à l'heure que moi je te disais que j'étais inquiète de ce qu'on a vu dans les Pays-Bas, c'est que j'ai peur
que cette mise en concurrence, en fait, elle vienne d'une lecture du monde beaucoup plus inquiétante. Enfin, tu vois que cette idée de guerre des civilisations, etc., que ça travaille en fait dans les esprits. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que ça se passe au même moment, parce qu'on sait, tu vois, c'est pas juste un problème de télescopage de l'actualité, du traitement de l'information et tout ça. Ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais vu ça. Pourtant, des télescopages d'informations, il y en a déjà eu d'autres moments. Et là, ce qui m'inquiète, c'est de voir gagner cette idée. On l'avait déjà dit dans un débrief il y a quelques semaines de ça. C'est cette idée qu'il peut y avoir vraiment du déchirement dans la société, quoi. Et que c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien le tweet de Ruffin, parce que il essayait de raccorder et pas de déchirer, et que vraiment l'idée de raccorder et pas déchirer, c'est tout à fait fondamental. Et dans le genre de trucs qui m'ont pas du tout plu, il se trouve qu'hier j'ai écouté l'intervention de la sœur de Samuel Paty à la fin du congrès des maires. Donc, comme elle est la sœur de Samuel Paty, tout le monde est obligé d'encaisser ce qu'elle raconte, et tous les maires étaient debout pour l'applaudir. C'était d'une violence, d'une radicalité, enfin comment dire, il fallait choisir son camp, quoi. D'ailleurs c'est ce qu'elle dit exactement. Elle dit il faut choisir son camp, ça suffit d'être bienveillant, et elle termine par cette phrase: on n'est pas debout dans des chaussons. Donc il faut mettre des rangers, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et vraiment, enfin, c'est-à-dire cette femme qui doit souffrir très très profondément, et qui depuis 4 ans fait le chemin, ça fait 4 ans ou 3 ans, 2 ans, ça fait 2 ans, l'assassinat de son frère, qui donc essaye de comprendre et chemine sur cette question-là. Son interprétation, sa lecture, c'est une lecture de guerre, vraiment, et il faut arrêter d'être bienveillant, quoi. Non, moi je voulais dire un dernier mot, c'est aussi sur la suspicion. C'est-à-dire que, en vérité, quiconque ne tient pas exactement au bon moment, c'est-à-dire au moment où, par exemple, moi je considère qu'il doit dire quelque chose, s'il ne le dit pas exactement à ce moment-là, alors je vais mettre en doute en fait la qualité de ce qu'il va proposer. Tout ce que fait l'autre, y compris on va dire dans la gauche, dans la grande famille de la gauche au sens très large, qui aujourd'hui on peut même plus dire que c'est vraiment une famille, tout est empreint de suspicion. Alors machin, il doit être antisémite, et machin, genre de toutes les façons, il en a rien à foutre des Gazaouis. Mais tout ça est quand même globalement très fantasmé, hein. Enfin, je veux dire, et pas appuyé. Il y a des choses qui sont vraies, hein. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes d'antisémitisme, etc. Mais globalement, cette ère du soupçon est un problème dont je vois pas aujourd'hui comment on va le surmonter, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Je vois que c'est amplifié par les réseaux sociaux. Bon. Bah merde alors, moi je te fais confiance, je suis pas sur les réseaux sociaux. Non. Oh si, un peu. Bon non. Parfois je t'envoie des tweets et tout, enfin... Moi, des tweets, jamais. Ah ben, tu regarderas sur mon compte Twitter, je n'ai pas fait de tweets. Ah non, tu fais pas de tweets, mais t'en envoies. Ah ben, je peux si je regarde, voilà, je peux te... regardes. Ah c'est vrai, t'as raison, je regarde. Tu regardes. Oui, je regarde, c'est vrai. Donc allez sur les réseaux sociaux. Elle regarde ce que vous faites. Ciao. Bon allez, ciao. C'est un peu brouillon là. Oui, je sais pas.